La forme, c'est quelle espèce on met dedans. Quelles sont les espèces qui vont faire que les oiseaux et les insectes vont bien passer. Ce n'est pas le tout de mettre des arbres, il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit... A donné à une population le droit de définir. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débat. Ce soir, nous nous intéressons à la souveraineté alimentaire, un concept qui vise à donner à une population le droit de définir sa politique agricole et alimentaire. Et pourtant, en Guadeloupe, atteindre l'autonomie alimentaire semble encore un vœu pieux, tant l'archipel dépend des importations pour se nourrir. Pour autant, ils sont de plus en plus nombreux à prendre des initiatives. Alors peut-on établir une souveraineté alimentaire chez nous? Comment renforcer notre production locale? Quelles sont les initiatives déjà en place? Eh bien, on en parle dans un instant avec nos invités, mais avant, posons les bases. La souveraineté alimentaire, des mots qui sont maintenant dans toutes les bouches, sans que pour autant ils ne fassent l'objet d'une vraie politique portée par les élus. Alors aujourd'hui, ce sont les scientifiques qui prennent le taureau par les cornes pour éveiller les consciences, d'autant que le débat sur la vie chère oblige désormais les uns et les autres à agir. Souveraineté alimentaire, de l'urgence à l'action, c'est signé François-Joseph Ousselin, Rony Maletti, Thierry Gailladine et Teddy Artis. On se retrouve juste après. Nous sommes à la fin des années 90. Une nouvelle pièce est à l'affiche. Son nom fait sourire, mais probablement un rire jaune et contrit. Bateau Périvé à pas rentrer. Une comédie qui tourne en dérision la réalité de la Guadeloupe. Peut-être d'ailleurs parce que le propos est empreint de réalisme. Bateau Périvé à pas rentrer, ça te vient dans droite ligne à travail nous te fait avec Politica. Politica, donc, à dire c'est Bounaïta dans là, c'est Patrice Tacita, Patrick Elsi, Philippe Caloda et moi-même. Et souvent, Jacqueline Etienne te joué avec nous. Et c'était une période où nous étions vrai quand même, nous étions vrai problème de consommation, de tout ça qui vient à l'extérieur. Et puis, on joue à dans réflexion, nous expression à sa sortie, on a songé. Expression à ça ressorti parce que nous avons connaître expression à ça. Et c'est pour dire, si nous avons fait une pièce noire, c'est Bateau Périvé à pas rentrer. Et après ça, c'est Patrick Kelsi et Patrice Tacita qui écrit texte là. Et moi, en fait, mise en scène là, quoi. Mais c'était justement pour te parler des problèmes là, ça, et qui, je dis là encore, qui est encore plus fort problème là, ça, parce qu'effectivement, nous avons une grande consommation de biens qui viennent de l'extérieur, malgré nous le combat qu'a mené pour nous trapper en souveraineté alimentaire, quoi. Mais c'est vraiment un problème qu'il faut nous garder. D'ailleurs, Pierre, ça a été bien mérité de rejouer encore ces jours-ci. Nous pas là pour bailler solution. Mais il fallait que nous te mettions doigt à nous, si ça posait problème, là, montrer qu'il a. Après, les solutions, le théâtre n'est pas là pour ça. Le théâtre n'est pas là pour bailler solution, pour dire, donner de leçons, pas du tout. Mais au moins, que quand les gens venaient voir la pièce, ils ont dit, waouh, là, ils ont bien mis le doigt sur le problème parce qu'on a vraiment ce problème-là. Des fois, qu'on a ce problème qu'on a, parfois, qu'on ne s'en rend pas compte au quotidien. Et là, par contre, cette pièce-là nous rappelait ce qu'on vivait, quoi. Et on était complètement dans le sujet, quoi. « 30 ans plus tard, ce qui était un titre de comédie est devenu un risque permanent pour l'archipel guadeloupéen. Et si aucun bateau ne pouvait accoster en Guadeloupe, ce serait probablement le début d'une catastrophe. Parce qu'en Guadeloupe, on importe plus de 80% de ce que l'on consomme. On est sur 235 000 tonnes, donc c'est sûr que c'est des volumes assez importants. Et on a surtout une valeur conséquente qui est de 622 millions d'euros. Mais là, on parle bien sûr de l'alimentaire. C'est-à-dire que c'est... pour, je dirais, assurer l'ensemble des besoins qui sont exprimés au niveau de la population, il est important qu'on ait une logistique qui soit fluide et une capacité à des données rapides, mais tout en assurant aussi une politique de contrôle et de discrimination qui soit également efficace. 80% d'importations alimentaires et les 20% restants proviennent de l'agriculture locale. Pourtant, malgré une volonté d'organisation des filières,
il reste beaucoup à faire pour structurer la production agricole. Aujourd'hui encore, chacun y va de son expérience sans que les choses ne soient coordonnées au niveau de l'archipel. Des expériences qui ne sont pas moins innovantes et prometteuses. À Birmingham, Bemao, Marcel Tyrolien a décidé de ramener le consommateur jusqu'à la terre, une terre que l'on cultive comme le jardin créole d'antan. Je pense que pour pouvoir se nourrir convenablement, il faut à la fois du maraîchage, du vivrier, des arbres fruitiers, des fruits. Et puis le principe a toujours été d'écouter les anciens. Et comme les anciens ont toujours fonctionné en jardin créole, donc dans ma projection, ça a été toujours créer un jardin créole. En fait, quand j'ai à peu près 500 arbres fruitiers de planter en hiver, en maraîchage, j'ai environ 3,5 hectares en maraîchage divers. C'est-à-dire on trouve de la laitue, des concombres, du giromon, des tomates quand c'est la saison, puisqu'on travaille en saison. Et on travaille de manière, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme faisaient les anciens, surtout avec de l'organique, c'est-à-dire du fumier et tous les déchets végétaux. Mais la Guadeloupe doit faire avec une autre de ses réalités. Sur les 163 000 hectares sur lesquels elle s'étend, seuls 31 210 hectares sont dévolus à l'agriculture. Et quand on sait que 80 000 hectares sont boisés, dont 17 000 inclus dans le parc national autour de la Soufrière, mais aussi que 12 000 hectares sont plantés en canne et 2 000 en banane, on mesure l'effort qu'il faudrait faire pour garantir la souveraineté alimentaire de l'archipel. Une réalité sur laquelle les scientifiques se sont penchés depuis longtemps. Les chercheurs de l'INRAE se sont associés à d'autres chercheurs de la Caraïbe dans le cadre d'un réseau actif Cambionet, la Caribbean and Amazonian Bioeconomic Network. Pour répondre au changement climatique, par exemple, on ne peut pas le faire dans son coin en Guadeloupe, il faut qu'on le fasse sur une échelle conséquente. Pour répondre à la transition alimentaire, bien sûr, on peut faire des choses en Guadeloupe, mais c'est peut-être mieux de le penser dans un marché commun caribéen qui réduise l'empreinte écologique et l'empreinte carbonée. Plutôt que de faire venir des vivres à 7000 km, etc., on peut envisager peut-être de se les partager dans ce bassin. La bioéconomie, c'est l'économie de la photosynthèse, c'est l'économie du vivant. C'est-à-dire comment on va valoriser nos ressources, qu'elles soient végétales, animales, marines et autres, pour faire tout ce qu'on a à faire de l'énergie, alimenter, produire des cosmétiques, des produits médicinaux, pharmaceutiques, des biomatériaux, etc. Mais dans un concept aussi de recyclage, c'est-à-dire rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire qu'on crée le minimum de déchets et on valorise le plus possible donc, tous les processus de transformation. On le voit ici sur cette exploitation. Et sans biodiversité, on ne peut pas répondre aux défis qu'on vient de citer, c'est-à-dire qu'il s'agisse du changement climatique, il y a un cyclone qui passe, il y a des espèces, des plantes qui seront touchées, les bananiers par exemple, avec le vent. D'autres vont rester. Donc, on répartit les risques. Si on veut faire de l'agroécologie, M. Kabidoche le dira tout à l'heure, il faut de la diversité pour pouvoir exploiter les fonctions écologiques de plantes, par exemple, de services, des plantes qui vont éloigner des insectes, d'autres qui vont les attirer, etc. Il y a beaucoup de mécanismes qu'on peut utiliser. Donc, cette diversité est essentielle. Et c'est pour ça qu'on a choisi l'agriculture de petite échelle, biodiversifiée, comme support pour conduire cette transition. Avec ces différentes extensions qui en font le projet le plus intégré pour la Caraïbe et le plus parlant pour les agriculteurs des pays concernés, Cambionet peut désormais être un moteur de la souveraineté alimentaire dans la Caraïbe. En Guadeloupe, les jeunes agriculteurs lui donnent déjà une vraie visibilité. On est totalement dans ce modèle-là, c'est-à-dire une exploitation sur une petite surface, mais hautement diversifiée. Donc vraiment revenir aux notions centrales du jardin créole qui sont de pouvoir concentrer beaucoup d'espèces sur un petit espace en travaillant sur différents étages en fait, des cultures au sol, des cultures intermédiaires, des cultures arboricoles et aussi faire en sorte que les plantes puissent s'apporter mutuellement des bénéfices entre elles. Et ça c'est très important quand on parle de coût de la vie aujourd'hui et des difficultés rencontrées par beaucoup d'agriculteurs justement sur des produits d'import finalement, que ce soit au niveau des intrants, que ce soit au niveau des semences,
donc notamment au niveau des engrais, hein, quand je parle des intrants, on se rend compte que c'est un coût qui peut être réduit si on apprend à pouvoir utiliser nos plantes pour s'aider mutuellement et si on est capable de produire ça nous-mêmes. D'autres programmes sont déjà lancés pour tracer tous les chemins possibles vers la souveraineté alimentaire. Au Parc national de la Guadeloupe, Arnaud Larade porte le projet Life Biosphere Adapt. Il consiste, comme ici à Gourbert, à tirer parti des massifs montagneux pour créer des chaînes de végétaux favorables à la production de denrées alimentaires, ce qui ne se fait pas sans poser certaines conditions. Ces deux grands ensembles de forêts sont déconnectés. C'est comme ça, c'est ainsi. Pour les reconnecter, eh bien, il s'agirait en tout cas, de mettre en place des espaces d'arbres. Alors, est-ce que ce devra être des espaces linéaires ou des poches d'arbres? On ne sait pas. Pour que les espèces puissent, de proche en proche, passer de l'un à l'autre. Et ça pose deux questions essentielles, en tout cas, auxquelles on veut répondre au travers du projet Life Biosphere Adapt. C'est d'abord, quelle est la forme de ces couloirs finalement qu'on veut faire pour que la faune puisse passer d'un ensemble de forêts à l'autre et que la flore puisse aussi s'échanger. Quelle forme ça doit avoir? Est-ce que c'est un couloir continu? Est-ce que ce sont des pas japonais? Et une fois qu'on a défini la forme, c'est quelle espèce on met dedans? Quelles sont les espèces qui vont faire que les oiseaux et les insectes vont bien passer? Ce n'est pas le tout de mettre des arbres, il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit fonctionnel. Et puis, on a dit qu'on veut aussi travailler sur la question de l'alimentation, la souveraineté alimentaire. Donc il faut mêler à ces espèces qui sont aptes à attirer la faune et la flore, des espèces qui sont aussi aptes à être utilisées par l'homme pour se nourrir ou pour avoir des activités artisanales par exemple. Entre ce massif en bordure du parc et les monts Caraïbes, l'exercice du projet trouve une démonstration parfaite. On voit que si ça, ce sont des forêts de gestion publique et là également, l'endroit dans lequel on est là nous laisse à penser que ce n'est pas du tout public. On a une résidence là où ce sont des propriétés privées. Le stade, c'est probablement une propriété de la commune. Comment est-ce qu'avec l'ensemble des parties prenantes qui se situent dans cet espace-là, on peut se coordonner pour mettre en place de manière effective ces couloirs écologiques? Donc ça, c'est le deuxième grand ensemble de problèmes qu'on doit régler ou apprendre à régler ensemble à travers ce projet-là. Comment est-ce qu'on se coordonne? Comment est-ce qu'on décide ensemble de où doivent passer ces couloirs écologiques et qui doit faire un effort pour la collectivité en ce sens-là? Avantage pour les porteurs du projet, la municipalité de Gourbert y voit un intérêt certain pour l'avenir et accepte d'avancer avec le parc national. Concrètement, cela se traduit par la création de jardins partagés, d'animations pour des pollinisateurs, de ruchers écoles. On a mis en place également une enquête agricole pour mieux appréhender les besoins. On a également un gros projet de création d'un tiers-lieu nourricier du Sud-Basse-Terre qui doit répondre aux objectifs à la fois de cohésion sociale et également de souveraineté alimentaire. Donc concrètement, et Life Adapt que nous portons aux côtés du Parc national, ce programme-là nous permet de répondre concrètement enfin, ça rentre dans la stratégie globale et ça répond à cette ambition collective. Et donc ce programme nous permettra très facilement de mettre en place une stratégie pour faire face aux effets du changement climatique déjà visibles sur nos territoires et également de répondre à cette ambition de souveraineté alimentaire. Et on a un pari fou, c'est de faire en sorte que les enfants d'aujourd'hui soient demain les agents déterminants pour une alimentation locale et beaucoup plus consciente en fait et lucide. Preuve que malgré les nombreux handicaps dont il faut être conscient, l'objectif de la souveraineté alimentaire n'est pas inaccessible, à condition que les décideurs politiques acceptent d'écouter les scientifiques et soient leurs fidèles interprètes auprès de leur population sans craindre les réactions d'électeurs pour qui l'effort collectif demandé pourrait affecter leurs intérêts personnels.
Retour sur le plateau avec nos invités. Place donc maintenant au débat. Avec moi ce soir, Pamela Aubertan. Bonsoir. Bonsoir Ludivine. Maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université des Antilles. Également présent sur ce plateau, Marius Sinésius, dit Tim. Bonsoir. Bonsoir. Membre de l'Union des producteurs de Guadeloupe, mais également agriculteur. Bonsoir à vous. Également présent Blaise Mornal, bonsoir. Bonsoir. Maire de Petit Canal, 3e vice-président du Conseil départemental de la Guadeloupe, en charge de la commission Agriculture, Développement rural et Affaires foncières. Face à vous, Myriam Saint-Cyrel, bonsoir. Bonsoir. Directrice de la croissance verte à la région Guadeloupe. Claude Poulet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du mouvement Kapounouboue et Manger. Vous nous expliquerez qu'est-ce que ce mouvement. Et enfin, Boris Damas, bonsoir. Bonsoir à tous. Agriculteur bien connu. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va essayer de faire un peu de pédagogie, de définition, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, autonomie alimentaire, autosuffisance alimentaire, pour que tout le monde comprenne. Quelle est la différence entre ces trois termes ? Alors, qui se lance, Fabella ? Alors, dans l'autonomie alimentaire, généralement, c'est qu'un territoire ou un État est capable de nourrir toute sa population. Donc, c'est-à-dire que toute la production agricole correspond à la consommation. Donc, généralement, on fonctionne plus en autarcie, en autonomie alimentaire. Après, vous avez l'autosuffisance alimentaire. C'est à peu près la même chose, mais à part qu'il est possible de faire appel un peu à quelques importations. Et puis là, il y a un terme qui me plaît plus, c'est la souveraineté alimentaire, puisque c'est vraiment un concept qui a été développé par la Via Campesina, donc un mouvement paysan en 1996, en marge du sommet de l'alimentation. Et l'idée, c'est que la population, les agriculteurs, les consommateurs puissent se réapproprier le système alimentaire et puissent être placés au cœur des choix que l'on fait, des décisions politiques sur les méthodes de production, sur le système alimentaire. C'est plus la souveraineté alimentaire. On va dire que ce sont les décisions politiques, toutes les actions politiques qui seront mises en place. En fait, dans la souveraineté alimentaire, ce qui est intéressant dans ce terme-là, pourquoi il apparaît ? Il est apparu puisque depuis plusieurs décennies, on a exclu petit à petit les agriculteurs, les consommateurs du système alimentaire qui est aujourd'hui mondialisé et qui est aux mains d'une élite extrêmement puissante, des firmes agrochimiques, semencières, des transporteurs, des multinationales. Et en fait, il y a une dépossession des agriculteurs et des consommateurs, mais également des politiques locaux. Donc justement, la souveraineté alimentaire, elle a été portée par les paysans parce qu'ils se sont rendus compte que ces décennies de mondialisation de l'agriculture, de la mainmise des entités privées, eh bien, ça a conduit à la disparition des agriculteurs, à la disparition des terres agricoles et surtout où on ne sait même pas ce qu'on mange aujourd'hui. Alors, vous avez fait un petit peu, très rapidement, le constat justement de ce secteur agricole en Guadeloupe. Aujourd'hui, quel est-il, Blaise Mornal ? Avant d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion, de par la conclusion du reportage, de par les éléments que j'entends, j'aimerais apporter une précision sur lorsqu'on parle de décision politique. La décision politique ne vient pas systématiquement de l'élu politique qui gère une collectivité. Ça peut être la politique de la Chambre d'agriculture, ça peut être la politique des filières, ça peut être la politique des regroupements. C'est un ensemble. C'est un ensemble, tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'il est important que lorsqu'on va dans des projets comme la souveraineté alimentaire, que ce soit un projet global, porté par tout un chacun, où tout un chacun apporte sa contribution. Aujourd'hui, le secteur agricole guadeloupéen, quel est-il ? Quel état des lieux on peut faire aujourd'hui de ce secteur ? Il faut savoir que, évidemment, si on veut parler de souveraineté alimentaire, il faut qu'il y ait un état des lieux. Il faut connaître les besoins du territoire, il faut connaître la production du territoire et ce qui va orienter éventuellement des prises de décision pour se dire qu'il nous manque 50% de produits à ce niveau-là. Donc, il faudra qu'on mette en place un plan pour que ces 50% soient atteints et qu'on soit sur du 100%. Et à ce moment-là, on peut se dire qu'on n'a plus besoin d'importer et pour satisfaire un produit ou un autre. Alors, je vais me tourner vers Marius Sinésius et ensuite Boris Damas. En tant qu'agriculteur, aujourd'hui, quel est votre quotidien ?
Mais je vais quand même revenir parce que c'est un peu ça, la base. Donc je reviens toujours sur l'action qu'a menée nos anciens. Aujourd'hui, on parle d'autosuffisance alimentaire. Savez-vous que la Guadeloupe s'est autosuffisante il y a quelques années de ça. Donc, si aujourd'hui, on n'y arrive pas, c'est qu'on a quelque part raté quelque chose. Vous, aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, est-ce que vous arrivez à produire, peut-être même pour vous nourrir et nourrir vos proches, par exemple? Il faut voir ça d'une autre manière. L'agriculteur ne produit pas systématiquement pour se nourrir. L'agriculteur aujourd'hui, ou le paysan guadeloupéen aujourd'hui, se produit pour nourrir une population. Donc, aujourd'hui, une exploitation agricole, il y a une exploitation, il y a un exploitant qui l'exploite, mais derrière, il y a quand même plusieurs acteurs derrière. C'est-à-dire que celui qui viendra prendre sa production et aller écouler cette production. Donc, il y a toute une chaîne. Et cette chaîne-là, quelque part, le travail n'est pas fait quelque part. Donc, il y a un aboutissement de ce travail-là qui n'arrive pas. Donc, l'agriculteur est obligé de faire tout aujourd'hui. Et c'est là le problème. Vos journées sont très longues. Voilà. Aujourd'hui, on retrouve un agriculteur qui est dans son champ, mais aller à 1h du matin, il peut se retrouver sur le marché à écouler sa production. Chose qui n'est pas trop... Avant, ce n'était pas ça. Mais non. Donc, c'est pour cela que, quelque part, j'ai un peu souri lorsque Blaise Monal parlait d'orientation, que ce n'est pas seulement politique. Oui, je dis qu'une orientation vers un développement agricole, avant tout, c'est politique. Et c'est les politiques qui nous donnent les tout premières définitions de ce développement. Et nous, les agriculteurs, nous sommes des acteurs. Et c'est ainsi que, je prends l'exemple de l'UPG, depuis à l'époque, les bases qu'a mis l'UPG dans la production agricole, c'est-à-dire c'était de sortir dans ce système monoculture et aller vers une diversification pour nourrir la population. Mais il ne suffisait pas non plus de diversifier. Et on diversifie pourquoi et comment. Il fallait se poser la question aussi. Voilà, il fallait être structuré. Et bien, voilà, donc les agriculteurs aujourd'hui ne le sont pas. Boris Damas, vous partagez la vision de Marius Synégus? Oui, alors en fait, sur la question de la souveraineté alimentaire, on commence à dire que c'est de la responsabilité politique. Comme je disais, comme je pense en tout cas, la responsabilité est plus haute que ça. En fait, c'est une responsabilité sociétale. C'est la société qui décide si on veut aller ou pas vers la souveraineté alimentaire. Et une fois que la société, le consommateur et la société dans sa globalité dit qu'on veut une souveraineté alimentaire pour notre territoire, à ce moment, le politicien arrive et définit la vision de la société. Et lorsque le politicien a défini cette vision, à ce moment, le professionnel rentre en compte en définissant un plan d'action qui travaille en partenariat avec le politicien pour ensuite mettre des objectifs et des actions que nous allons mener sur le territoire. Qui produit en fonction. Il va produire en fonction. On va définir effectivement, on veut on veut une couverture plus importante en volaille, en œufs, en légumes, etc., etc. Et donc, pour moi, c'est la réflexion que nous devons nous poser. Est-ce que réellement, sur le territoire, on veut cette souveraineté alimentaire? Et effectivement, comment est-ce que ça se définit? Avec des collègues, on travaille souvent sur ce qu'on appelle l'agriculture 3P, donc l'agriculture de prédiction, de précision et de performance. Et donc, dans la prédiction, on doit prédire ce que nous, sur le territoire, on veut. Alors, a priori, la volaille, les Guadeloupéens aiment la volaille. Oui, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on observe les chiffres. Les chiffres parlent, il y a des faits. Donc, effectivement, la volaille, c'est plus de 50% de la consommation guadeloupéenne. On consomme à peu près 22 000 tonnes de viande en Guadeloupe et c'est à peu près 13 000 tonnes de volailles qui sont consommées. Donc, c'est bon pour vous? Donc, non, a priori, c'est bon pour nous. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est qu'à 6% de couverture. Avec un objectif... C'est-à-dire que vous avez du mal dans votre élevage, c'est ça? Quelle est la réalité aujourd'hui? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire plus? L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à travailler tous ensemble pour gagner des parts de marché sur le territoire.
C'est pour ça que, en général, à mon échelle, je ne rentre jamais dans des grands débats d'autonomie, de souveraineté et tout. En tant que citoyen, oui. À mon échelle, en tant que professionnel, moi, c'est comment est-ce que la filière gagne des parts de marché sur l'importation. Et aujourd'hui, quel est le bilan, justement? Vous avez démarré, on vous a vu, on vous suit, hein, justement, dans les médias. Quelle est votre situation aujourd'hui? Comment vous vous en sortez? Ben, aujourd'hui, moi, mon activité, elle fonctionne. Mais mon activité, souvent, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais toi, Boris », ou sinon, on voit des photos de mon poulet sur les réseaux sociaux. Mais le marché de la volaille biologique, c'est un marché de niche. Ça ne peut pas être sur ce marché de niche qu'on base la souveraineté alimentaire. Non pas que je ne veuille pas, hein. J'aurais aimé. Sauf que lorsqu'on observe les chiffres, c'est pas forcément ce que le consommateur il veut. Il veut une viande de qualité, il veut une bonne viande. Est-ce qu'il veut aller jusqu'à la viande biologique? Je ne sais pas. En tout cas, dans les ventes, bon, ben, c'est un marché de niche. C'est-à-dire que demain, on ne peut pas installer 10, 15, 20 agriculteurs sous le même schéma que celui que j'ai actuellement. Sauf s'ils sont soutenus. Comment? Sauf s'ils sont soutenus financièrement par les pouvoirs publics. Là, l'idée aujourd'hui, c'est de savoir, et c'est ce dont je parle de responsabilité sociétale, c'est de savoir qu'est-ce que la société veut réellement. Et à ce moment, on peut installer massivement sur la demande de cette société. Et donc, en réalité, nous, en tant que professionnels, là, c'est très terre à terre en tant que professionnels, notre plus grande responsabilité et besoin, c'est notre capacité à gérer le risque, la gestion du risque, à toute échelle. Gestion du risque financier, parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de production sur le territoire? Qui prend la responsabilité financière de la production? Combien d'agriculteurs ont déjà produit et le lendemain, ils vendent, par exemple, ils produisent 10 tonnes, ils arrivent à vendre 2 tonnes et tout le reste, ils sont obligés de le jeter. Combien de fois c'est arrivé? Donc la responsabilité financière, qui la prend en charge? Et on a mis ça souvent sur le dos des agriculteurs en leur disant, ben, vous avez des entreprises, donc gérez-vous comme des entreprises. Et après, lorsqu'on se dit, bon, ben, non, nous, on ne rentre pas dans des coopératives, on ne rentre pas tout ça et qu'on fait nos petits ventes sur le marché, bon, ben, c'est le schéma qu'on met en place. Sauf qu'on ne peut pas couvrir le marché dans son ensemble avec ce schéma-là. Ça. Donc, la responsabilité financière, la responsabilité climatique, le risque climatique. Et politique. Politique. Un petit peu. Non, mais la question du risque politique... Oui, Myriam Saint-Cyril acquiesce, mais en même temps, elle sourit. Alors, Myriam Saint-Cyril, vous, au sein de la région, quel est votre rôle exactement? Alors, Boris l'a très bien décrit et Pamela aussi. Hein. On intervient effectivement sur des leviers qui permettront d'accompagner les producteurs, mais toute la chaîne de production. C'est-à-dire le secteur de la recherche, il ne faut pas l'oublier, pour trouver des solutions alternatives, des solutions d'optimisation de la gestion des risques, à la fois climatiques, sanitaires. Enfin, voilà, on est face à une multiplicité de risques. Côté producteur, nous, on accompagne sur l'investissement. C'est la force, entre guillemets, de la région Guadeloupe. C'est sa principale compétence. Et bien sûr, sur les débouchés, la commercialisation et l'agrotransformation. Parce que là encore, pour que le secteur de la production puisse s'organiser, on a besoin d'avoir des débouchés, donc des débouchés commerciaux, comme monsieur l'a dit, pour ne pas qu'il se retrouve à la fois en train d'être à la fois producteur et aussi commerçant, de structurer la commercialisation et l'agrotransformation qui sont aussi des opportunités de gain de valeur. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir de plus en plus, entre guillemets, de candidats, de personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture, dans l'agrotransformation et autres? Alors, sur le sujet bien sûr, les jeunes agriculteurs sont encore très nombreux. Je regarde à ma droite, même si son âge est en train de monter. Les jeunes agriculteurs sont encore nombreux. Maintenant, il faut qu'on trouve les leviers pour mieux les installer et surtout, nos anciens. Les agriculteurs ont plus de 55 ans aujourd'hui pour la majorité. Et voilà, il nous appartient effectivement de trouver les leviers pour les accompagner. Le FEADER, bien entendu, les aides régionales, mais aussi tout l'écosystème à la fois technique, administratif, qui permet effectivement l'installation et la pérennisation de nos unités de production. On s'est posé la question en novembre dernier, lors des rendez-vous économiques. Justement, on a questionné l'ensemble des socioprofessionnels sur ce sujet de quel était l'enjeu autour de la souveraineté alimentaire. Boris l'a dit, l'un des premiers
impacts, c'est la compétitivité des unités de production. Si on n'arrive pas à avoir des unités compétitives, effectivement, l'agriculteur, c'est un chef d'entreprise qui a besoin de se nourrir et nourrir sa famille. Le deuxième sujet, c'est les besoins effectivement alimentaires et nutritionnels de nos populations. Et enfin, effectivement, sur notre territoire, on a besoin d'une certaine diversité, une certaine qualité de nos productions. Donc tout ça, en fait, a permis de bâtir ensemble notre cap à 2028. Voilà. Claude Poulet, un mot? Alors, pas un mot. Plusieurs. Plusieurs mots. Plusieurs. La gestion du risque, il y a beaucoup, par exemple, dans la Caraïbe, ils parlent de sécurité alimentaire. En Afrique aussi, de plus en plus, on parle de sécurité alimentaire. Et dans ce concept, on retrouve beaucoup l'aspect physique et sécurité. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait toujours à manger. Et n'oublions pas que Titide, lorsqu'il a pris le pouvoir pour la première fois, il avait dit qu'en Haïti, son programme politique, c'était sortir de la misère pour entrer dans la pauvreté. Nous sommes dans la pauvreté. Il faut nous faire attention pour ne pas tomber dans la misère. Parce que nous dépendons à tous les points de vue. Et c'est ça qui est important pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, Adam Debalala, actuellement, tous entendant, nous importer des termes, des concepts venus d'ailleurs. Si nous aborder, par contre, certains éléments, si nous devons poser problème, qui j'en famille nous devons faire dans les temps? Il y a des cas boire, il y a des cas manger. Il y a des plus gaillards que nous. Il y a des jardins créoles, jardin traditionnel, moi, je ça jardin Guadeloupe. Créole dans le sens où toute la Caraïbe a fait le même type de jardin là, avec des spécificités quand même. Mais ça qui est important, c'est que moi, par exemple, il a été chercher manger, il a un jardin, il chercher manger, pour bâtir mon manger tout de suite. Au jour le jour. Donc, il faut nous une politique qui sont véritables politiques, c'est-à-dire de mettre moun en action, en mouvement, par rapport à besoins réels à yo. Et ça, c'est l'objectif du mouvement Cap ou nous boire et manger, KBM. Un mouvement qui prend naissance après 2009. Nous dit, nous allons se marcher, nous dans la ligne de LKP à l'époque. Mais nous dit, nous avons arrêté de marcher, résister, nous avons construit. Nous avons construit. Et pour nous commencer à construire, nous avons mis la première base à Kazla, carré de sol là. C'est la souveraineté alimentaire. Et donc vous accompagnez... Alors, souveraineté alimentaire là, ça, il y a point essentiel là, c'est jardin là. Et jardin là, ça, c'est l'affaire des professionnels, certes, mais pas que. Tout le monde alentour à Kazayo, en les balcons, il peut planter civa, il peut planter thym, il peut planter persil, il peut planter cucuma, il peut planter dans les temps d'autres dictums, etc. Il peut planter toute une série d'habitants qui étaient soignés. Et aussi, il y a une relation particulière avec Plantayo. Relation là, ça, nous avons pensé qu'il n'est pas sorti en Occident, il est sorti l'autre bord, en Afrique. C'est ça nous avons créé philosophie Bocase. Et qui cabaye en science. Bail coco pour savon. Bail coco pour savon, ça n'a pas sorti à dans hein. Ça était là depuis avant. C'est qui veut solidarité, partage. Philosophie la sécurité. C'est-à-dire, yen ou là, pour qui biten aussi la terre. Ou là où il est, ou dans l'univers, ou dans en nature vivante. Il faut premièrement faire partie d'elle, pas détruire, préserver la vie. Voilà. Si on fait ça, ça veut dire qu'on va préserver l'homme, l'humanité, dans toute dimension, dans dimension physique, mais dans dimension spirituelle, mentale, etc. Mais alors, mais du coup, comment lutter? Parce qu'il y a quand même une réalité. Malgré tout, on n'est pas isolé. On fait partie d'un département. Nous sommes un département français. Nous avons l'Europe, la mondialisation. Comment lutter contre la forte concurrence des produits importés? Ça, c'est une réalité.
Blaise Mornal. Mais je pense que pour lutter, il faut passer dans le concret. À un moment, il faut arrêter de discuter, de faire des propositions. Il faut passer dans le concret. Et le concret doit se baser sur l'existant. Il faut qu'on sache où on en est et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation-là. Et quand je parle de concret, j'ai entendu tout à l'heure les difficultés que l'agriculteur peut avoir pour l'écoulement de son produit. Au niveau de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, avec l'appui de la région, nous avons créé l'usine centrale qui aura pour objectif justement de faciliter l'écoulement déjà des produits, parce que les agriculteurs n'auront pas à se poser la question où je vais livrer mes produits, parce qu'il y aura déjà une demande bien définie. Donc l'agriculteur pourra programmer sa production et les produits transformés dans cette usine sera utilisés dans un premier temps dans les cuisines, dans la restauration scolaire. Ça veut dire que nous allons permettre d'utiliser des produits du terroir et non plus d'acheter des produits de l'extérieur. Ça va permettre aussi d'améliorer, je dirais, le rendement des exploitations, le revenu des agriculteurs. Mais la souveraineté alimentaire, c'est un sujet qui va nous permettre de résoudre un bon nombre de problèmes. Le problème de santé, ce que l'on consomme et, je dirais, les répercussions de ce qu'on consomme sur notre santé. Le problème du chômage. Si les exploitations sont développées, ça veut dire plus de besoins en personnel et donc des possibilités d'embauche sur le territoire. Mais aussi, cela va permettre de diminuer le coût. On parle de vie chère. Et c'est là peut-être que je veux rejoindre les propos de M. Damas pour dire que la politique peut accompagner à ce moment-là. On pourrait se dire, on pourrait accompagner dans la production en injectant du financement que l'on ne va pas supporter, par exemple, lorsqu'on a des jeunes au chômage à travers le RSA. Des exemples comme ça. On pourrait se dire que si on consomme plus de produits du terroir, on aura moins de problèmes de santé sur le territoire, donc moins d'investissements et moins de dépenses aussi à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... C'est véritablement un ensemble de solutions que va apporter la tête de cette souveraineté alimentaire. Si c'est possible, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on y pense, c'est un peu le mot à la mode, c'est aussi la priorité, l'objectif de l'État pour les territoires d'outre-mer. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible ? Est-ce qu'il n'y a pas un manque finalement au niveau politique, une politique qui est peut-être pas assez ambitieuse et originale ? Déjà, on voit pour moi un gros problème que l'on voit en Guadeloupe et puis partout en Europe, c'est que la politique publique agricole, elle est décidée pour l'Union européenne, au niveau de l'Union européenne, pour les 27 pays. Donc, en fait, on a des lois qui sont destinées aux 27 pays et il faut que, selon le principe américain, one size fits all, c'est-à-dire que toutes les agricultures doivent rentrer dans les cases. Or, on le sait, l'agriculture, c'est très vivant, c'est très différent. J'imagine que l'exploitation de Boris et celle de Tim ont des besoins différents. Donc, pour moi, l'un des problèmes aussi, c'est que la politique publique agricole est décidée au niveau européen. À mon sens, si on veut atteindre la souveraineté alimentaire, si on veut se protéger des importations, puisque c'est possible de le faire avec des bons outils, eh bien, il faut territorialiser les politiques publiques et faire en sorte... Ça, ce sera un premier outil. Pour moi, oui, ça sera un outil important pour que nos décideurs politiques co-construisent avec les agriculteurs et la population, eh bien, les outils, les mesures, prennent les mesures nécessaires. Est-ce que ce n'est pas déjà ce que finalement vous faites au niveau de vos collectivités ? Alors, je vais être un peu plus optimiste parce que du coup, dans ce contexte-là, il y a un alignement de planètes depuis quelques années, même si les initiatives, elles sont petites, mais elles se développent. On a l'usine centrale, effectivement, c'est un ouvrage quand même structurant et on a plein d'initiatives de producteurs qui se développent sur notre territoire. Et sur la question de qui porte la politique, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, les collectivités et même les représentants de l'État au niveau local
n'ait aucun levier. Au contraire, on arrive à construire encore des interventions qui nous permettent d'avoir effectivement, de bâtir une politique telle qu'on la souhaite. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup à faire. Et je pense qu'il faut quand même admirer, être fier de ce qui se passe sur nos territoires, malgré tout, avec les petites initiatives qui sont faites. Maintenant, le gap, il est énorme. Il faut effectivement qu'on puisse poursuivre. On a l'exemple de l'usine centrale est cité tout le temps parce qu'il est sorti de terre, là, ça y est. Mais on peut aussi questionner l'enjeu de l'agroparc et aussi tous les agriculteurs qui se mettent en action aujourd'hui pour pouvoir produire sur le territoire de la Guadeloupe. Voilà. Parce que de toute façon, comme on dit, c'est un travail collectif de la population et du coup, tout le monde a sa place dans cet objectif de souveraineté alimentaire. KBM... Ça ne va rien changer. Oui, mais KBM, par exemple, vous, à votre échelle, c'est entouré. Parce que là on oublie plusieurs choses. Et encore un point de langage au moins, parce que pour construire, il faut construire avec le peuple. Il faut proposer des bulletins, faire avec. Qu'on nous fait pour Diri, nous fait Diri Bocaz, nous mettons Diri en place. Diri qui apprend, Diri qui a développé. Mais, pour mon pays en Vallée, et nous à KBM, nous 7 ans, ça nous a dit, si vous n'êtes pas souverain politiquement, vous ne pouvez pas parler de souveraineté alimentaire. Pourquoi? Parce que c'est les politiques justement qui ont décidé. Et nous avons parlé de pouvoir là qui a échappé nous. Mais même si nous tenions, via Campesina, ils créaient contre le capitalisme. Ils créaient contre l'OMC. Ils créaient et ils développaient contre les multinationales. Le gouvernement là qui là, avait tout courage, avait toute bonne volonté à les gens, n'a pas attaqué les gens, n'a pas les gens, ça n'a rien à voir. Ils défendent les ayottes, les multinationales, et les gros tracteurs, les gros lotos, les gros centrales, ils peuvent territorialiser, ils peuvent mettre tout près. Restant ces paroles en l'air, effectivement. En réalité, on nous construit ensemble une nouvelle société qui n'est pas ni colonialisme, parce que nous sommes colonies, nous avons département, nous pas département, nous sommes colonies. Donc pour nous dire les choses clairement. Donc pour vous, Claude Poulet, clairement, si je résume, pour qu'on soit clair, la souveraineté alimentaire ne passera que si nous sommes indépendants. Oui, mais ça n'a pas pour autant, et c'est ça la différence entre nous avec Abel. Et en attendant. Depuis nous créer, et en attendant, donc on ne parle plus de souveraineté alimentaire, mais on parle de quoi? Nous créer si base à la souveraineté, ni 15 ans. À partir de là, pourquoi tout le monde parle de souveraineté? C'est quand nous mettons ça dans le débat public là. Mais en attendant. Attends. Et là, nous créons, quand nous dit, nous disons quoi, ils voient les anciens, nous pas qu'à inventer ailleurs. Et en les bazar, nous pas créer des jardins. Si des petites surfaces nous capables de montrer à l'air que nous pouvons créer l'abondance, non seulement matérielle, nous pouvons quantitative, nous pouvons nourrir peuple en nous. L'abondance, il est là. Il suffit de coordonner. En jardin, son habitant, qu'on fait une association avec l'élevage, mais aussi avec les plantes, ils même pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que nous travaillons avec les associations, des collectivités aussi. Et nous demandé d'expérimenter avec nous en disant, dans ce système-là, tel qu'il est là, on a d'autres modèles de société qui panient à dingue, pour profitation, et qui sont basés sur le concret, c'est-à-dire aussi la solidarité, sur le partage. Et c'est ça pour faire. Restant à faire subvention et toute l'agriculture, pas agriculture au monde, capitaliste qui n'est pas subventionné. Donc, il y a toujours une subvention, mais qui a fait, moi personnellement, qui a fait plus de 40 ans à attendre ça. Subvention peut sauver celle-ci, nous pouvons faire celle-là, nous pouvons faire ça. J'arrive là, parce que nous ne parlons pas de production, mais il faut parler de transformation aussi. Petite transformation disparaît. Calab, papa, il y a un travail à veille, Bouga, cochon plus, monsieur, awa. Il prend coup. Bon. Et on peut prendre, en même temps, moi, en temps, Sokopao, directeur à Sokopao, nous créons une filière au port aussi.
nous créer une transformation et qu'à arriver. Un moment, Marius Sinésius, une réaction par... Passer la parole, oui. Et après, on va repartir. Il faut nous bien conscients qu'il faut nous changer de paradigme, il faut nous prendre bien nous en main. En savent, Claude, en savent. Marius Sinésius. Oui, on peut beau dire tout ça, mais si on ne maîtrise pas le foncier, et surtout le fait que nous vivons sur une île, et qu'on ne maîtrise pas son foncier... Il a raison, c'est étroitement lié, pas effectivement. Parler d'autosuffisance alimentaire. Alors, il se trouve aujourd'hui, et depuis quelques années, nous avons vu la fermeture de quelques usines. Accompagné à cela, quelques surfaces qui ont été libérées. Et heureusement, nous avons eu ce qu'on appelle une réforme foncière en Guadeloupe, qui a permis à la Guadeloupe de maintenir un certain nombre de fonciers, de surfaces d'agriculteurs. Et nous avons quelques terrains encore qui sont libres. Monsieur Blaise ne va pas me démentir, au niveau du département et de la région, qui sont encore libres. Donc, tout ça rentre dans le patrimoine foncier de la Guadeloupe. Donc, quelque part, je dirais que nous sommes un département qui maîtrise son foncier. Et là, c'est là que doit entrer cette politique de développement pour mener à bien un développement. Mais est-ce que c'est suffisant, selon vous, non? Non, pour le moment, non. Je dirais non. En termes de foncier. Parce qu'aujourd'hui, combien d'agriculteurs arrivent à s'en sortir qui arrivent à faire un SMIC? Alors qu'un SMIC, nous sommes sous le seuil de la pauvreté si on ne fait pas un SMIC. Donc, quasiment la moitié des agriculteurs en Guadeloupe, et peut-être même plus, ne se font pas un SMIC par mois pour vivre. D'accord? Donc, quelque part, il y a un problème. Boris Damas, juste rapidement, Pamela Aubertin. Boris Damas, sur cette question du foncier, quand vous êtes revenu en Guadeloupe et que vous avez décidé de vous lancer dans l'agriculture, est-ce que cette question du foncier a été primordiale? Et en tout cas, ça a été un sujet, une question épineuse avant d'entamer votre culture, votre élevage. Le foncier, c'est le premier facteur qui permet, en tout cas à nous, professionnels, de pouvoir développer une activité derrière. C'est juste un outil de travail, mais c'est un outil de travail primordial pour démarrer notre activité. Et effectivement, quand je suis rentré, la chance qu'on a eue, c'est qu'avec ma compagne, on a du foncier familial. Donc on a été installé sur cette parcelle-là. C'est une parcelle de 3,5 hectares. Et après, on a... Si vous voulez, c'est un maillon, mais ce n'est pas forcément que ça. Après, il y a tout le système financier derrière du projet à mettre en place. Parce qu'on a nombre d'agriculteurs après qui ont eu des parcelles et qui ont été dans l'incapacité de développer leur projet. Parce que l'ingénierie financière à mettre derrière en place pour développer une activité agricole, c'est assez fastidieux. Et en fait, il ne faut pas oublier que nous avons la responsabilité de nourrir des gens. Donc imaginez, quand on porte cette responsabilité, la hauteur de l'investissement que nous devons mettre. C'est-à-dire qu'on a des responsabilités sanitaires, etc. etc. Et donc, lorsqu'on s'installe, on se retrouve avec aujourd'hui des projets d'installation autour de 500, 600, 800, 1 million, 2 millions d'euros d'investissement à faire pour une activité agricole. Aujourd'hui, un bâtiment, je dis n'importe quoi, un bâtiment de volaille ou un bâtiment de porc, c'est 400, 500 000 euros d'investissement. Lorsqu'on veut faire une parcelle d'ananas, c'est par 15, 20, 25 000 euros d'investissement. Alors justement, je vais rebondir sur... quand vous parlez comme ça, j'ai envie de dire, alors comment on organise les filières? Parce que, voilà, comment on fait? On parle d'état des lieux, et puis je rejoins un peu Claude Poulet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra bien se dire, allez, il y a tant de volailles à produire, à élever, des fruits et légumes, mais comment on organise les filières pour permettre justement d'aider ces agriculteurs, avec peut-être un quota d'agriculteurs sur telle filière? Comment on organise les filières aujourd'hui pour créer une vraie dynamique et une vraie politique agricole qui soit juste et qui soit spécifique à la Guadeloupe? Alors, c'est vrai que sur ces sujets, alors d'abord financiers, sur les aides à l'investissement dans le secteur agricole, aujourd'hui, l'accompagnement à hauteur d'à peu près 80%. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un agriculteur s'installe, il a à peu près 80% d'accompagnement. Mais il doit avancer les fonds.
il doit avancer les fonds et c'est le deuxième point que je voulais un petit peu travailler. Quand on a été effectivement sur cette nouvelle programmation, l'un des points faibles, c'est effectivement la trésorerie de l'exploitant agricole. Aujourd'hui, on travaille, les transitions prennent du temps, on travaille sur des instruments financiers de manière à effectivement permettre que l'avance des fonds puisse se faire avec des gestionnaires financiers notamment, qui pourront permettre effectivement que le projet puisse se monter avec les coûts qui sont ceux en fait de l'installation. Madame Biolay, je suis d'accord, mais la problématique, c'est... On revient sur le même sujet que j'ai dit au départ, la gestion du risque. Qui prend le risque financier? Lorsque vous avez une collectivité qui vous dit « je fais adhère à 80% » et qu'on demande à l'agriculteur d'avancer, la responsabilité financière, normalement, elle est sur qui? C'est le rôle de qui? C'est le rôle de la banque. Sauf qu'on se retrouve aujourd'hui face à des banquiers qui ont une banque privée, c'est-à-dire qu'eux cherchent leurs intérêts. Alors que sur le territoire, on a besoin de banques de développement. C'est comme après la Deuxième Guerre mondiale. On est là pour reconstruire un nouveau modèle agricole. On doit changer de paradigme. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de fermes pilotes. Sauf qu'eux, ils sont basés sur ce qui existe déjà. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans... Et même là, les gars prennent du fer. Si vous n'êtes pas dans une filière canne ou une filière banane, eh bien, c'est un peu difficile d'arriver devant le banquier. Très rapidement, et effectivement, je rebondirai justement sur la diversification. Oui, allez-y, Claude Poulet. Mais très rapidement, Claude Poulet. Oui. Alors, il y a deux choses. Si on ne sort pas du paradigme de l'autre que l'autre nous a imposé, si on reste dans les schémas qui nous a imposés, de gestion de ceci, de gestion de trésorerie, de financement, de subventions, etc., je dis que cet État est là pour desservir les firmes agroalimentaires. Point barre. Tout ce qui va aller à l'encontre, il va faire semblant au départ et ensuite il va manger. Pourquoi vous avez fait d'autres moyens qui ou pire moyens qui prennent? Encore pour un exemple. En Allemagne, nous avons un élevage de porcs de plus de 3000 porcs. Ils gèrent de façon informatique. En Guadeloupe, il suffit de 2000 porcs bien gérés pour couvrir toute production là. Alors c'est pour dire qu'ils ont une capacité unie pour faire rien dans l'Europe. Bien. Donc il faut sortir de l'Europe, il faut sortir des schémas là. Ça. Si le problème à le foncier, à pas le foncier tout seul, c'est vrai, on évite. Mais c'est pour reproduire les mêmes schémas. Encore pour un exemple, et c'est important, peut-être que fait mon lot, l'ennemi là, mais c'est position qu'a défendu dans KBM, que KBM a adopté. Quand son production esclavagiste, si nous pas sortis dans ça, si nous pas imposer un homme qui est en nous, un cycle qui est en nous, un cycle complet, et nous pas tirer en main avec là, nous prions. Parce que nous travaillons en permanence, avec ou sans qu'on a la richesse. Ça veut dire que nous avons reproduit ce système-là tel quel, sauf qu'en plaçant Béquet, nous mettons Guadeloupe. C'est tout. Mais nous pouvons changer cette situation-là. Les malheureux, toujours été malheureux. Blaise Mornal veut vous répondre. Donc, moi, sans te dire, et en cas de ça, on n'a pas besoin de grosse surface pour une abondance. Et nous mettons en place à l'air, et nous sommes capables de montrer, ça nous a créé des fermes pilotes, justement des jardins pédagogiques. Nous avons montré qu'on a, et d'ailleurs en France, et d'autres côtés aussi dans le monde, nous commençons à comprendre ça. Blaise Mornal, et ensuite on va... Des petites surfaces, et 3 hectares, 5 hectares maximum, mais nous payons. Faut un hectare qu'on va maîtriser, vous. Et c'est possible. Je ne vais pas répondre. Et si vous croyez que c'est plus hectares, vous va dupliquer des schémas. Pas plus que ça. Je ne vais pas répondre systématiquement sur ce que dit M. Poulet, mais particulièrement sur le foncier. Parce que le département détenteur foncier. Et du côté du département, on a des actions que l'on mène justement dans l'objectif de la tête de la souveraineté alimentaire à travers la commission départementale de l'aménagement foncier qui a été mise en place, où nous sommes en train de recenser le foncier en friche et le foncier insuffisamment cultivé pour pouvoir remettre en culture ce qui est en friche et éventuellement accompagner les agriculteurs qui ont des difficultés sur leur exploitation et qui n'exploitent pas véritablement totalement les surfaces dont ils sont détenteurs. Et on a commencé une première expérience sur la ville de Petit Canal où nous avons recensé 600 hectares de foncier agricole
qui pourra être remise en culture. Et là où, quand je parle de posséder les données pour orienter la politique agricole, c'est-à-dire que nous pourrons installer des agriculteurs en fonction des besoins sur un produit ou sur un autre. C'est-à-dire s'il nous manque 50 hectares pour faire de l'igname, et on va privilégier un agriculteur sur cette installation. Si c'est de la patate qu'il nous faut sur 100 hectares, on va privilégier l'implantation d'agriculteurs sur ces 100 hectares. Ce qu'il faut retenir, et on ne pourra pas être en autonomie alimentaire sur tous les produits qui rentrent en Guadeloupe. On ne fait pas de raisins, on ne pourra pas être en autonomie sur les raisins. Il y a des produits où on est déjà en autonomie. De mémoire, on ne fait pas rentrer de bananes en Guadeloupe. Donc, on a suffisamment de bananes. De Rungis. De ma connaissance, oui. Le melon, on est en autosuffisance de melon sur le territoire. Donc, il faut avoir la connaissance des produits. Harmoniser notre production. Avoir la connaissance de ce qui manque. Et en fonction de ça, on va orienter et on va retenir un certain nombre de choses à faire pour qu'on puisse être en suffisance sur le territoire. Moi, j'aimerais juste rappeler quelques données, justement, en parlant de solutions. Moi, je dis pas de souveraineté alimentaire sans agriculteurs. Alors, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? On a remarqué, d'après les derniers chiffres, le dernier recensement de 2020, que les exploitations agricoles diminuent fortement. On a remarqué que le nombre d'agriculteurs aussi diminue fortement. Et surtout, moi, je tire vraiment la sonnette d'alarme et je lance un cri d'alarme, puisque dans une décennie, donc dans 10 ans, moins de 10 ans, 84% de nos agriculteurs auront plus de 60 ans ou seront déjà à la retraite. Le renouvellement des générations, ça c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, on fait comment? Ça, c'est... Boris Damas, vous n'allez pas vous multiplier. Non, mais peut-être vos enfants. Non, mais le renouvellement des générations, c'est l'un des sujets les plus importants, en tout cas concernant notre métier. Là, on parle de quelques années, mais à 2030, il faut qu'on ait renouvelé 2000 agriculteurs sur le territoire, sur les 7000 d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a cette jeunesse aujourd'hui qui est prête à prendre la place? 2000 agriculteurs, il faut qu'on les ait avant 2030. Et justement, moi, pour rebondir sur ce que dit Boris, si on veut attirer les jeunes, il faut que le métier soit attractif. Monsieur Sinesius nous disait justement que les agriculteurs ont du mal à faire un SMIC, mais surtout ce qui est difficile pour la transmission des terres, c'est que nos agriculteurs, quand ils partent à la retraite, le plafond légal, c'est 321 € par mois. Pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a travaillé du lundi au dimanche, comment voulez-vous que des jeunes soient attirés par ça? Alors moi, je rebondis sur une mesure qu'a pris la région Île-de-France, parce qu'ils se trouvent avec le même problème. Et la région Île-de-France a décidé de donner 33 000 €, un montant forfaitaire, aux agriculteurs qui prennent leur retraite et qui transmettent leurs terres à des jeunes. Et ces jeunes-là reçoivent aussi un bonus de 22 000 € à peu près pour l'installation. Donc, l'idée, c'est justement faire la transmission des terres, faire en sorte que l'agriculteur puisse vivre décemment, mais aussi attirer les jeunes. Et ça, les mesures aujourd'hui, il faut les prendre rapidement puisqu'on a 10 ans. Et moi, je crains que quand je vois les 884 heures du lycée agricole qui ont été retirées, pour l'instant, en tout cas dans l'enseignement agricole, je trouve qu'on ne va pas dans le bon sens. Alors, on parlait... Les institutions... Alors, on a encore... Oui, Claude Poulet. Oui, on est en train de rêver, là. On est en train de rêver. On fait comme si tout se passe tranquillement, gentiment. On oublie les prédateurs, on oublie la guerre qui nous menace, là. On oublie tout. On oublie que le budget actuel, il faut trouver 40 milliards qu'on va prendre sous les services publics. Alors, parler, nous ne pas parler, c'est pour parler, nous ne pas parler. Nous, non, seule solution, c'est prendre nous-mêmes, pas nous-mêmes. Et oui, trouver des financements. Parce que nous, Guadeloupéens, nous avons l'argent. Nous pouvons trouver des banques proprement guadeloupéennes. Nous n'avons pas le droit de dire ça. Nous pouvons dire banque. Nous pouvons trouver un méthode de financement privé. Financement solidaire. Nous montons SCIC, nous, Société coopérative d'intérêt collectif. Et dans ça, nous prévoyons
non seulement de faire formation à des jeunes, mais trouver les jeunes là, Est-ce que vous, là, vous avez comment, vous en êtes au début? Trouver les jeunes qui lycée, faire avec eux, faire venir garder ça, nous pas faire. Parce que moi, on jardin aussi, et on peut dire, bateau ne peut pas rentrer, on j'apparais, moi. Oui, Claude, on l'a vu et on le voit. Le problème là, c'est nous parlons de sécurité, c'est ça qui est primordial pour nous. Mais aujourd'hui, justement, comment attirer ces jeunes? Comment attirer ces jeunes? Parce que finalement, ils se disent, bon, c'est soit la banane, soit la canne, parce que c'est subventionné, et finalement diversifier très rapidement, Claude Poulet, et après je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole tout de suite. Comment justement attirer les jeunes dans cette diversification? Parce que s'ils se dirigent que sur la banane ou la canne, parce qu'ils pensent que c'est... Ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'un jeune veut travailler, ou quand n'importe qui veut travailler, qu'est-ce qu'il souhaite en priorité? C'est gagner sa vie. Et là, aujourd'hui, non. Ben, aujourd'hui, c'est assez compliqué. Mais j'ai envie de dire, ce que je dis souvent, c'est que c'est dans les crises que les meilleures opportunités sont. Alors pour moi, on a un boulevard devant nous. Oui, exactement. Mais ça, c'est parce qu'elle nous pas arrêté, c'est la production. Production. Mais il faut voir, toute chaîne là, production, transformation, et aussi commercialisation. Si nous réglons le problème là globalement, ces jeunes-là qui peuvent gagner vie à eux. Alors évidemment, il ne faut pas faire inverse là. C'est-à-dire dire que c'est l'argent, nous pouvons faire l'argent, non. C'est la passion. Nous pouvons effectivement manger, nous pouvons boire et manger. Si nous, chaque là, produit, la moitié ça nous pouvons acheter pour nous manger. Nous produisons, et à deux cas en nous, en quoi certains nous pouvons faire. On peut donner des exemples même. Et nous changer le mode de manger en nous. C'est pour ça que je dis, à un moment, il faut passer au concret. Oui. Le concret, c'est quoi? Aujourd'hui, on a une usine centrale qui peut produire, qui peut transformer des produits pour 50 000 repas jour. Ça veut dire que celui qui a des doutes sur le fait de pouvoir écouler ce qu'il va produire, nous, on a apporté une réponse à la transformation de ce qui peut être produit. Donc après, c'est au niveau des filières de s'organiser pour pouvoir fournir ces denrées-là à l'usine centrale. Et donc, ça apporte une certaine sécurité. Et lorsqu'on parle de l'attractivité et la réussite d'être souverain alimentairement passe par la solidarité. On l'a tous dit. Il faut que le Guadeloupéen aussi prenne ses responsabilités. Il ne faut pas qu'on ait de la production sur le territoire et qu'on préfère aller dans les supermarchés acheter des produits venant de l'extérieur. Alors, je vais me faire l'avocate du diable. Souvent, je vais me faire l'avocate du diable. Et donc, la défendresse peut-être des consommateurs qui souvent, malheureusement, et peut-être... Mais là, vous me répondrez, qui se disent des fois que c'est souvent cher au niveau 1 kilo de tomates locales, c'est cher. Alors... Et c'est souvent ça. Et voilà, c'est ça. Signez juste peut-être. Il peut y avoir une réflexion politique là-dessus. C'est-à-dire que même la production locale peut être chère. C'est ça, penser et se dire, même du Guadeloupéen, je mets 1 euro de plus, mais j'ai mon fils, j'ai mon cousin qui travaille. Et le politique même consacrer un budget pour venir diminuer le prix de ces produits-là, parce que derrière, on sait que ça va ramener de l'emploi sur le territoire. Mais c'est pas souvent évident par rapport au porte-monnaie de... Mais comment on fait quand on a un quart de sa population qui est en deçà des minima sociaux? C'est ce que je dis, quand on n'a pas forcément les moyens. Moi, j'ai pris le pouls du consommateur, et ça, je le fais tous les jours. Tous les jours, j'entends ça, que notre production est chère, production azote chère, nous payons bien sorti, nous. Mais, vous savez, l'agriculteur aujourd'hui s'autosuffit tout le temps. Il s'autofinance aussi. D'accord? Il s'autofinance. On oublie ce mot-là. Pour qu'un agriculteur puisse planter une parcelle de patates, il doit l'autofinancer lui-même. Quelle que soit la parcelle, quelle que soit la production, c'est l'agriculteur même qui finance sa production à partir de sa production. Donc derrière, comme disait M. Damas, il n'y a pas une banque qui accompagne l'agriculteur dans son entreprise. Donc c'est l'agriculteur qui fait tout. Aujourd'hui, on va se retrouver demain avec l'usine centrale parce qu'il faut alimenter l'usine centrale. Oui.
Je me rappelle, il y a 5-6 ans, où j'avais dit, attention, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et je constate, l'usine centrale est là, eh bien, les agriculteurs ne sont pas organisés. Nous ne sommes pas encore organisés. Comment on peut dire aujourd'hui que l'agriculteur est toujours individualisé, toujours? On aurait dû trouver des systèmes pour permettre à 5-6 agriculteurs de se mettre en petits groupements et arriver à certains, comme disait Madame Saint-Cyril, à certains financements. Aujourd'hui, c'est impossible lorsque l'agriculteur est seul. C'est impossible. Donc, au bout, quand le FEAD arrivera, on dira oui, mais on n'a pas consommé encore. Voilà, eh bien, ce sera pareil. Je vais vous garder, M. Synésius, parce qu'on arrive malheureusement au terme de cette émission. On va passer aux conclusions. Et ma question, ce sera celle-là, à vous, chacun. Souveraineté alimentaire, bon alors, un rêve, une réalité, et quelle solution, surtout, quelle solution? Allez, une solution. C'est un rêve, oui, mais c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité. La Guadeloupe peut s'autosuffire. La Guadeloupe peut s'autosuffire. Ça passe par, effectivement, un changement d'habitude du consommateur. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai un point de vente direct et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'invendus que j'ai. Le nombre, et ça se chiffre en tonnage, que ce soit en patates, tomates et autres, d'invendus. Consommer autrement. Voilà. Myriam Saint-Cyril, conclusion. Côté région, je pense que le mot, la solution, c'est vraiment la mutualisation adaptée à nos territoires. Parce que je sais que quand on parle mutualisation, on a l'impression que c'est énorme. Non, des mutualisations, le travail qu'a fait les groupements et que font les groupements, notamment toutes formes confondues, parce qu'on a aussi tendance à sectoriser. Je pense que c'est important parce que ça nous permet, nous, décideurs politiques et stratégiques, de pouvoir mettre en place ensuite plus facilement les leviers d'intervention et d'être plus forts, justement, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, comme on l'a dit tout à l'heure. Maurice Damas. Moi, c'est ce que je vais dire, c'est la gestion du risque, notre capacité à gérer financièrement les problématiques climatiques, les problématiques sanitaires. Et à partir du moment où on va réussir à proposer des solutions concrètes par rapport à ça, quand est-ce que le FEADER démarre, quand est-ce que le foncier est mis à disposition, quand est-ce que nous, on arrive à s'organiser pour éviter qu'il y ait des productions qui nous restent sous les bras, à ce moment-là, ça, on le verra. Pour finir, et à titre d'exemple, j'ai un client qui prend une marchandise, alors que j'étais en élevage, je suis rentré dans le végétal, qui me prend de la marchandise chaque semaine. Et chaque semaine, le gars me paye. Eh bien, j'augmente les productions. Vous voyez, le risque financier. Quand on va payer l'agriculteur avec des délais qui sont respectables, vous allez voir que la production, il est tournée rond. Claude Poulet. Nous disons qu'il faut Guadeloupéen là, ou qu'on voit là, il est intéressé par un butin. Nous montons encore un essai ici. C'est inimaginable, monde qui va répondre. Nous demandons tous les consommateurs de vins des militants porter l'argent d'avance. En contrepartie, une qualité, un cahier des charges avec qualité. Eh bien, vous avez 20 produits, il y a l'argent là. Le matière l'argent là au moins. Ça, c'est une action concrète. Deuxième butin, on nous fait en sorte de tirer tout ça en l'air, tête en nous là, car empêchez-nous de réfléchir vraiment en Guadeloupe. C'est ça nous avons créé la non-dépendance. Jour là, nous comprenons ça, nous pouvons trouver toutes les solutions possibles. Parce qu'ils sont intelligents, ils sont forts. Ils n'ont pas savent ça, mais ils sont forts. Pour nous jouer de la PK parler de ça là, après tant d'imités j'arrive nous, ben nous pouvons trouver d'autres solutions. Passer par la transformation, par la production, transformation, et en commercialisation solidaire. Il faut trouver les formes, les multiples formes. Mais surtout, alors, par exemple, à tomate là, pas acheter tomate qui est à contre-saison. Corps pas fait pour manger tomate à contre-saison. Consommer correctement. L'on manger en saison, il est juste trop bas pour là, parce qu'il est sur production. Parce que nous aimons faire des coups bitins, à nous programmer, à nous localiser, à nous régionaliser, territorialiser, non nouvelé, mais il ne faut pas nous produire en lait, on butin en lait. Il
faut nous produire pour nous nourrir, peuple en nous, qui côté nous. Et voilà, intelligemment. Merci, voilà. on pile Claude Poulet, Blaise Mornal. Je dirais la souveraineté alimentaire, un besoin pour la Guadeloupe. Donc, il faut qu'on arrive à se mettre ensemble pour atteindre cet objectif-là, apprendre à se faire confiance et faire en sorte que tout chacun, tous les Guadeloupéens se sentent concernés par ce sujet et qu'on soit dans la solidarité. Au niveau du conseil départemental, sur les compétences qui sont les nôtres concernant l'agriculture, on va continuer à travailler sur le foncier pour pouvoir permettre à des jeunes de s'installer, permettre les agrandissements d'exploitation et aussi développer l'irrigation parce que sans eau, on ne peut pas développer l'agriculture. Donc nous avons cette compétence en collaboration avec la région. Nous travaillons sur une amélioration de la distribution de l'eau sur l'ensemble du territoire. Donc nous allons continuer à être dans cette dynamique pour permettre à la Guadeloupe de trouver son chemin. Pamela Auberton. Moi, je pense qu'en Guadeloupe, on a beaucoup de chance parce qu'on a vraiment tout pour réussir la souveraineté alimentaire. On a les terres, le climat, on a des instituts de recherche. Par contre, il faut avoir conscience que si on veut y arriver, il faut co-construire ensemble. Et co-construire main dans la main avec les agriculteurs, moi je pense qu'il faut qu'ils soient au cœur du système et de vraiment de se concerter, mais c'est pour ça que je parle de co-construction, de co-gestion avec les agriculteurs. Et également, il faut avoir conscience qu'on aura des verrouillages, puisque au niveau mondial, au niveau local et national, il y a des forces qui ne veulent pas que les peuples soient souverains sur le point de vue alimentaire et qui font tout pour s'approprier l'agriculture, pour s'approprier les semences, pour s'approprier les terres, on oublie trop souvent, pour s'approprier l'eau, et qui mènent une politique impitoyable. On ne les voit pas, ils sont prêts, ils sont proches du pouvoir, et en sous-main, pendant que nous, on défend la souveraineté alimentaire, eux, ils essayent de s'accaparer notre système alimentaire. Donc là, il faudra qu'on soit vigilant. Il faudra qu'on soit vigilant et prendre conscience de ça et surtout faire un choix, comme tu l'as dit, Boris. Qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants ? Est-ce qu'on veut un système alimentaire dirigé par des grosses multinationales qui nous donnent des produits gorgés de pesticides, de gras, de sucre et on voit les effets sur notre santé ? Ou est-ce qu'on veut un système agricole, un système alimentaire co-géré avec les agriculteurs et les consommateurs qui nous donnent des produits sains, nutritifs, qui fait du bien à la terre, qui fait du bien à notre santé et aussi à nos portefeuilles. Donc là aussi, ça sera un choix à faire. Merci beaucoup à vous six d'être venus ce soir pour nous parler de ce sujet ô combien crucial et qui agite. N'est-ce pas, Claude Poulet? Merci. Non, je ne suis pas agité. Non, au contraire, le débat était passionnant et on espère pouvoir en refaire un autre avec les mêmes parce que vous étiez vraiment très bien sur ce sujet. Merci infiniment de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du débat. Très belle fin de soirée sur Guadeloupe la première. Le cacao, c'est la guerre.